et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau carnet de lecture. Le dernier certainement du mois d'avril, en même temps j'en aurais fait deux, je crois. Donc voilà. On est vendredi, on est le 21 avril et on est donc la veille de mes vacances. J'ai une semaine de vacances et la veille des 2 semaines de vacances de mes enfants puisqu'on est dans la zone A, vous vous en fichez. Mais moi je suis contente parce que ça fait un moment que j'étais pas partie en vacances. On part dimanche pour le sud de la France dans l'Hérault et je suis contente, je vais voir mes parents. Et on va aller se balader, profiter un peu de la région. Donc j'ouvre ce carnet de lecture sans avoir vraiment de lecture terminée excepté 2 BD, je vais peut-être vous parler. Je voulais vous montrer ce que je pense lire, en fait, tout simplement, pendant ce carnet. Alors déjà, je suis en train de lire Sorrowland de Rivers Solomon, qui est édité ici aux Forges de Vulcain, que j'ai acheté d'ailleurs dans une librairie dans la ville de Sète. Je sais plus le nom de la librairie, dans laquelle j'espère retourner peut-être pendant les vacances, là. Et j'en suis à la moitié quasiment. Enfin non, j'ai dépassé la moitié. C'est très très bien, ça me plaît beaucoup. Mais je vous en reparlerai quand il sera terminé. Je peux juste vous dire qu'il y a un côté fantastique, il y a un côté horreur. On parle des sectes, dans une société américaine qui est fortement critiquée dans ce livre-là. On parle de différence et voilà. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est bien écrit, ça déroute, voilà, c'est un livre déroutant. J'aime bien les livres déroutants, donc ça me parle et je suis très impatiente de lire la suite, d'y retourner en fait, de retourner dans cette histoire. Je trouve que c'est très agréable à lire, très fluide, j'aime beaucoup. Voilà, mais il est un petit peu long et en ce moment j'ai un rythme de lecture un peu plus long, quoi. Il fait plus de 500 pages. Sinon, j'ai entamé il n'y a pas très longtemps ce recueil de témoignages 19 femmes, les Syriennes racontent, de Samar Yazbek. Donc là, elle est syrienne et elle a rassemblé les témoignages de 19 femmes syriennes partout dans le monde, qu'elles soient en Syrie ou qu'elles soient parties pour se protéger. Et voilà, très simplement, sans chichi, en essayant, c'est écrit dans la préface, en essayant de garder la tonalité, le franc-parler de certaines femmes, enfin des femmes qu'elle a interviewées, de toute génération, de tout âge, de toute catégorie sociale. Elle retrace en fait la vie des femmes en Syrie, notamment pendant la révolution. Oui, donc dans la préface, en fait, elle explique cet ouvrage est le fruit d'une série d'entretiens qu'elle a menés avec 55 Syriennes dans leur pays d'asile, en Turquie, en France, en Allemagne, au Canada, au Liban, en Angleterre et aux Pays-Bas, ainsi que sur le territoire syrien. Elle leur a demandé de leur raconter leur révolution et leur guerre. Toutes ont décrit le terrible calvaire qu'elles ont vécu. Et elle a retenu parmi ces 55 témoignages, 19 qu'elle a ensuite réécrits. Voilà, tout en étant bien sûr au plus proche de la réalité. Il y a un halo de lumière, c'est très désagréable, je sais pas ce que c'est, si c'est mes objectifs qui sont sales ou quoi. Je sais pas si c'est mieux, peut-être. Et écoutez, j'ai lu les 2 premiers, c'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire parce que ce sont des témoignages de vie de femmes qui ont côtoyé la mort, la torture, le viol, des choses atroces vraiment dont on n'a pas conscience. Et là, les mots sont crus et la réalité atroce. Donc j'en ai lu 2 et je les lis petit à petit. En fait, je vais vous expliquer parce que dans mon choix de lecture pour les vacances, je vais vous montrer en fait les livres que j'ai en cours, qui sont au long cours. Donc au long cours, j'ai tout ça. Donc j'ai des recueils de nouvelles, par exemple celle-ci de Mariana Enriquez, Les dangers de fumer au lit, que j'aime beaucoup, qui sont des nouvelles horrifiques, fantastiques. En nouvelles, j'ai aussi Brume de Stephen King. Donc là, j'en suis à la moitié. Voilà. Sinon, côté essai, j'ai cet essai sur l'intelligence artificielle de Luc Julia. Et là, j'ai
il est pas mal entamé. Et donc ce recueil de témoignages. Et pour terminer, un livre de psychanalyse, La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Voilà, j'ai tout juste entamé. Et donc en fait, je ne vais pas les emmener. Ce qui se passe, c'est que quand je finis un bouquin, que ce soit un graphique ou un roman, je pioche parmi ces livres pour les avancer petit à petit. Et donc, ceux que je vais emmener, je pense... Enfin là, il faut que je sélectionne parce que sinon, je vais emmener tous mes bouquins, c'est pas possible. Donc je pense emmener ces deux-là. Je pense emmener ces deux-là pour pouvoir les avancer parce que ce sont les plus fins, on va dire. Je pourrais emmener les... Ouais, je peux pas, il faut que je choisisse. Donc j'ai décidé de choisir un recueil de nouvelles et celui-ci parce que j'aimerais bien le terminer sur avril. Voilà, donc ça c'est déjà 3 bouquins que je vais emmener avec Soroland. Et puis je vais vous montrer le sac que j'ai prévu. Et encore là-dedans, je voudrais mettre aussi des mangas, mais je pense qu'on va faire un autre sac pour les graphiques. J'aimerais bien m'emmener la saga qu'on a complète du Tigre des Neiges pour la lire. Donc en lecture commune, on a La Reine Margot qui va se terminer sur ce carnet de lecture. Ensuite, j'ai 2 livres que j'ai pris à la bibliothèque, ça serait bien que je les lise, donc je vais les emmener. Je sais pas si j'aurai le temps parce que c'est long quand même. Young Mungo de Douglas Stuart. Voilà. Et là par contre plus rapide, et je pense que ça se lira très bien, j'ai pris Les Sorcières de Salem de Arthur Miller. Ça j'ai très envie, ça c'est une lecture rapide. Pour le tour du monde, j'ai 2 bouquins que je veux lire, ça c'est pareil, ça va être très rapide. C'est un recueil de poésie de Leonora Miano, Ce qu'il faut dire. Et puis celui-ci par contre, qui sera peut-être un peu plus long à lire, qui est un livre qui s'appelle Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis de Netonon Noël Kerry. Voilà, et on est Tchad. On est au Tchad là. Et j'aimerais vraiment le lire celui-là. Donc voilà. Ensuite, il y a des livres que je veux rendre à mes parents, notamment Les Roches Rouges et La Muse Rouge. Il n'y a que du rouge chez mes parents. Je suis pas sûre de le lire finalement. Donc peut-être que je vais juste le ramener. Et puis c'est tout côté lecture. En même temps sur une semaine, j'aurai certainement pas le temps de lire tout ça, on est bien d'accord. Au cas où, je me suis quand même mis mon petit Franck Tillier. Mon petit Franck Tillier, parce que je le connais bien. La mémoire fantôme en plus, c'est Lucienne Bell. On verra. C'est pas grave si j'ai pas le temps, je le calerai sur le mois de mai. Voilà les lectures que je souhaite emmener. Sinon, je voulais vous montrer... Alors, c'est un peu dommage parce que j'ai pas lu l'intégralité. Donc, j'ai commencé une trilogie de BD. Et en fait, on n'a que les 2 premiers. Donc, c'est des albums BD jeunesse. Donc, c'est Tosca des Bois de Radis et Turconi chez Dargaud Jeunesse. En fait, mes enfants les ont prises et j'avais envie. En fait, en feuilletant la première, je me suis dit, franchement, les dessins, ils sont chouettes, quoi. Ils sont chouettes, j'ai trouvé. Très dynamiques et sympas. Et je me suis dit que, voilà, aller dans le Moyen-Âge, comme ça, j'avais envie d'aller découvrir l'histoire de ces personnages. Et voilà, donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Et il y en a un 3e. Et franchement, quand on est à la fin du 2... on a vraiment envie de savoir parce qu'il se passe un truc de dingue et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, donc je suis un peu sur ma faim. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle d'une châtelaine, ses parents veulent la marier, elle veut pas se marier, elle va croiser sur son chemin un frère et une sœur. Lui il est comment on dit, barde, comment on dit, musicien, quoi, ouais, c'est ça. Il est musicien, il fait les banquets du roi, et donc c'est comme ça qu'il va la rencontrer. Et sa sœur, elle va être prise en flaque de vol pendant un des repas où elle doit être fiancée. Et voilà, il y a des péripéties et elle, en fait, elle veut goûter à la liberté et elle va essayer par tous les moyens. Celui-ci se passe en hiver et ensuite on en a un 3e. J'espère qu'il est à la bibliothèque parce que franchement, ce serait dommage de ne pas savoir la fin. Voilà, mais je vous conseille, hein, franchement, surtout si vous avez des enfants, je vous le conseille, c'est vraiment très sympa. Dès 8 ans, enfin Lucien il a 8 ans et il aime beaucoup. Et je comprends, c'est vraiment chouette. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, mais à mon avis ça va l'être, donc préparez votre thé, votre café, ce que vous voulez. Parce que comme je pars en vacances, je vais vous mettre quelques images quand même. Bah oui, parce que ce serait dommage. Bon allez, je vous laisse là, je verrai ce que je vous montrerai plus tard.
Bon, alors on est samedi, nos affaires sont quasiment prêtes pour partir, il est 19h30 en fait. Je vous prends parce que je veux vous parler de 2 choses que j'ai vues et lues. Alors, en lecture, j'avais acheté il y a un moment, je dirais 1 an et demi, quelque chose comme ça, voire 2 ans, Les Temps Retrouvés de Keifuji et Kokoro Hirai chez Latitude, qui est le tome 1 d'une duologie que j'avais lu. J'avais trouvé ça chouette sans forcément plus que ça, mais les dessins extrêmement beaux. C'est un manga grand format qui se lit à l'européenne, dans ce sens-là, dans le sens de lecture européen. Voilà, donc on entre dans la vie de 2 personnages, un homme et une femme, qui ont, on va dire, 70, 80, 70 ans, 75 ans. Ils ont chacun perdu leur conjoint, il y a peu, voire quelques années, et ils vivent chacun chez leurs enfants, dans une tradition japonaise, à mon avis, assez fréquente. Et on les suit dans leur mélancolie, avec pour lui ses amis. Ils vont dans un centre senior dans lequel ils font du jardinage, des jeux, et il va rencontrer lui cette femme qui donne des cours qui en fait accompagne la chorale dans ce centre là, et il va tomber amoureux d'elle. Après voilà, enfin en tout cas il va y avoir quelque chose et ils vont petit à petit se connaître. Il y a vraiment je dirais pas une attirance, quelque chose qui se passe entre les deux, qui n'est pas de l'ordre de l'amour de nos 20 ans, mais qui va un peu au-delà. Et ils ont quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui naît entre eux, de doux, une compréhension, ils veulent se connaître. Et c'est assez doux. Le souvenir que j'en avais était un peu plus mitigé. Quand j'ai relu le premier tome, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. J'ai enchaîné avec le second. Et mesdames et messieurs, j'ai pleuré. J'ai été touchée. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire... c'est une histoire de vie dans plusieurs familles, de plusieurs personnes, touchante, avec un quotidien de septuagénaire, on va dire, qui est certainement assez réaliste pour la société japonaise actuelle, et touchant. Il va y avoir de l'incompréhension de la part des familles, du soutien de la part des amis, voilà. Puis il va y avoir tout ce que les personnes de cet âge-là peuvent connaître comme problème. Et voilà, je n'ai pas forcément envie de vous en dire plus, mais c'est vraiment touchant. Et cette partie-là, cette seconde partie, je m'attendais pas en fait à pleurer parce que je me suis dit non, tu vas aller au-delà et tout. Puis je me suis laissée vraiment porter par l'histoire et j'ai pleuré par 2 fois, à deux moments. Voilà. Le seul truc que je peux dire, c'est que je trouve que... Alors elle fait son âge, mais lui, je trouve qu'ils lui ont fait une tête un peu de jeune. Je trouve pas qu'il ait l'air particulièrement vieux. Donc là, on a plutôt une ambiance automnale et ça se termine avec le printemps. Donc c'était chouette de le lire maintenant. Très beau. Ça se termine avec les fleurs de sakura. Très très beau. C'est vraiment touchant, tout doux. Aspect respectueux des personnes âgées. Voilà. Une romance avec des personnes âgées, ça peut fonctionner. En tout cas, moi, ça m'a touchée en plein cœur. Je vous la conseille. Je suis contente d'avoir la duologie dans ma bibliothèque à présent. Et puis cet après-midi, avant de partir, je me suis dit, je vais pas l'emmener, ce DVD. Et en fait, c'est un DVD que le bibliothécaire de ma ville m'a conseillé quand je lui ai dit qu'on partait en Afrique centrale au mois d'avril. Il m'a dit, ah, ça me fait penser à ce documentaire qui parle d'art au Congo, plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ça a été tourné, alors attendez, ça a été tourné quand? Parce que moi ça m'intéresse de savoir, je me souviens plus, c'est pas écrit la date. 2020, 2019. Donc vraiment on est pas loin de l'actualité. Ça s'appelle Système K. Dans les rues de Kinshasa, l'art est une urgence. Et c'est c'est soutenu par les films en vrac et La Petite Quinoise. Un film de Renaud Barré.
Alors oui, je dis oui. Au début, alors vraiment, c'est pas très très long. Ça doit durer à peu près 1h15, quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. Déjà, il y a une immersion dans la ville de Kinshasa. Dans les couleurs, la forme de la ville. On a des vues aériennes. On a des vues de jour, de nuit. Et on va avoir une immersion totale dans les rues de Kinshasa. Les rues passantes. On rentre dans les ateliers d'artistes. Alors qu'ils ne sont pas forcément que des ateliers, hein. C'est souvent la partie underground, on va dire. C'est plutôt des endroits où certains artistes sont des SDF. Hein. Ils vivent dans des ruines, ils s'endorment, ils font la fête toute la nuit, ils se réveillent le matin et leur art est leur seul moyen d'expression pour lutter. Ils ont une vraie colère. Ils ont une vraie colère qui les embarque dans leur création. Alors, dans les créations, on va suivre plusieurs artistes. On va suivre un qui est connu, mais je me souviens plus de son nom. Mon fils a beaucoup aimé. Il est sculpteur, il est impressionnant. Ça s'ouvre avec lui. Comment il s'appelle? Peki. Je mettrai peut-être le nom ici, si je le trouve. Ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il faisait. Alors, il utilise des cartouches, il utilise des lames, des couteaux, des capsules de bière, de soda pour faire ses créations et c'est fou. Et alors il explique au milieu du documentaire que c'est un des seuls qui a réussi à sortir du ghetto et à vendre, à vivre de son art. Et effectivement ce qu'il fait c'est juste hallucinant, c'est très très impressionnant. Et il va avoir un moment, il va faire une performance dans une des rues et ça va déraper en fait avec la police. Et l'art est une urgence, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'art va dans la rue et sans parler, parce que justement, lui, concrètement, il ne veut pas mettre les mots sur ce qu'il fait, il veut donner à voir. En fait, l'art dérange, mais il continue à leurs risques et périls à faire cet art-là. Donc on suit ce sculpteur-là, on suit aussi des performances qui sont impressionnantes, avec beaucoup de déambulations dans les rues. Voilà, c'était fou. On a toujours peur que ça se passe pas bien. Parfois, c'est très violent. Il y en a une à la fin qui est avec un bain de sang. Je vous dis pas plus. C'est incroyable. Et on suit aussi des sculpteurs. Il y en a un, il fait des choses en plastique qui sont très très sombres. Très très sombres. Des visages de poupées. C'est extrêmement sombre. Mais on sent que lui, c'est pas forcément évident pour lui. Hein. Pas évident pour lui. Surtout qu'en plus, il est... je crois qu'il est belge. Il a une partie de sa famille qui est belge, mais ses parents sont morts tous les deux à l'âge de 6 ans et il se retrouve seul en fait dans la rue. Après avoir été ballotté en tant qu'orphelin, a été ballotté de famille en famille, il a décidé de vivre dans la rue et c'est la galère. Il y a beaucoup de danse, beaucoup de sons, sans que ce soit de la musique, beaucoup de sons. Il y a pas mal de musiciens qui utilisent du matériel recyclé. Il y a Ils utilisent beaucoup de choses électroniques qu'ils récupèrent pour pouvoir créer des choses impressionnantes. C'était impressionnant, la musique, les sons qu'ils font. La danse aussi, il y en a un qui représente Satan. Et en fait, quand il se représente en Satan, il représente la folie du gouvernement, de ceux qui les gouvernent. C'est effroyable. Et j'ai beaucoup aimé une aussi, une autre artiste que j'ai trouvée assez impressionnante, qui utilise la fumée pour créer. Et ce qu'elle fait, j'ai trouvé ça vraiment très 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 chouette. Je sais pas si je pourrais vous mettre des images ou quoi en même temps que je vous parle, mais j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc oui, merci à mon bibliothécaire, je vais lui dire que c'était vraiment très chouette pour une immersion justement dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas mieux, je vous le conseille, vraiment, regardez-le, c'est pas très long et en même temps, il y a la beauté de la ville, c'est très beau, il y a beaucoup de couleurs, et en même temps on sent que c'est une ville totalement torturée. Les hommes, ils ont plus à boire, ils sont obligés de payer pour avoir de l'eau. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, la façon dont les gens vivent, c'est incroyable. Voilà, beaucoup de choses qui sont dites là-dedans qu'il est important de voir. Allez-y. Bon, je vais terminer là-dessus. Je vais aller finir de ranger mes affaires et aller passer du temps avec mon homme, parce que mon homme, je l'emmène pas avec moi dans mes valises. Il reste là pour travailler. Chacun son tour. En février, c'est lui qui est parti. Cette fois, c'est moi.
Et voilà, donc du coup, je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt, peut-être dans la voiture, peut-être demain en arrivant chez mes parents. En tout cas, j'ai pas du tout avancé mon livre, peut-être ce soir, je vais voir. Mais peut-être regarder un film plutôt. Donc je ne sais pas, c'est pas grave, il va avancer. J'hésite à arrêter mon livre Rebecca Keane là, de Bitlit parce que c'est franchement pas génial. Hein. Franchement pas génial. Et alors pour la voiture, on a pris Ravage de Barjavel. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello. Hello, alors on est jeudi. On est en vacances dans l'Hérault chez mes parents. J'ai Lucien à côté de moi, donc ça risque de faire des couinements. Comme ça, par exemple. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai fini des livres. J'en ai fini... Il est où ce livre que j'ai fini là Attends, je peux mettre... Soroland. Soroland ? Oui, qu'est-ce que j'en ai fait dans un sac là. Vas-y là, le gros là. Je pense pas. Ouais, si. Donc, j'ai fini ça. Et j'ai fini ça. Donc, ok, allons-y, c'est parti. Allez, on a tout fini. Oui, c'est ça. Alors, j'ai commencé par terminer Soroland de Rivers Solomon aux forges de Vulcain. Alors, on est dans du réalisme magique. Oui, c'est ça, réalisme magique. On ne sait pas trop où on est. En tout cas, on est aux États-Unis, mais on ne sait pas trop quand. Quand, quoi, comment ? Ensuite,
Ah non, par contre, Lucien, c'est pas cool si tu parles tout le temps. D'accord. Ok. Donc, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Verne, qui est vraiment toute jeune. Elle doit avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Elle s'enfuit. Elle est dans la forêt, seule. Et elle est en train d'accoucher. Elle est en train d'accoucher de son premier enfant, auquel elle ne veut pas donner de prénom. Non, 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 c'est pas du spoil. Ah si. Non, c'est pas du spoil, c'est le tout début. Elle est en train d'accoucher. Ok. Donc elle met son premier enfant au monde. Alors je sais pas comment, en tout cas elle leur donne pas de nom, mais au début on va les appeler le premier Farouche et quelques temps après elle va mettre au monde son second qu'elle va appeler Hurlant ou inversement, je ne sais plus. En tout cas elle les met au monde à 1 ou 2 heures d'intervalle et elle s'enfuit en même temps dans la forêt. Et elle a une sorte de monstre de la forêt qui la persécute. Et on sent qu'elle est dans un état un peu bizarre. On se demande si elle n'est pas droguée, tout ça. Petit à petit, on va comprendre qu'elle s'est enfuie d'une secte, une secte de fanatiques noirs religieux, la secte le monde de Caïn. Elle était mariée à celui qui gère la secte, en fait. Et petit à petit, on va avoir toutes les histoires de son histoire qui va se reconstruire au fil de son errance dans la forêt et autres histoires. Je ne vais pas vous dire plus. Donc c'est son parcours en fait de jeune femme un peu atypique qui en plus a des problèmes de vision. Elle ne sait pas lire. Elle est analphabète? Elle est analphabète, non. Elle n'est pas illettrée non plus, mais en fait elle a des problèmes de vue, on comprend pas trop. On comprend pas trop pourquoi elle sait pas lire. C'est pas un manque d'intérêt, c'est juste qu'elle sait pas lire. On lui a pas montré. Elle a laissé dans la secte sa mère d'ailleurs et son frère. Et on se demande pourquoi elle s'est enfuie et voilà. Et elle a vraiment une grande colère en elle. Et elle décide d'élever ses enfants seule dans la forêt. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Sous couvert de dénonciation du système américain actuel, et notamment vis-à-vis des Noirs, Verne, elle est... comment on dit? Tu sais quand on est... tu sais quand on a la peau toute blanche, les yeux bleus, qu'on n'a pas de sourcils, elle est comment on appelle ça albinos. Voilà. Elle est albinos noire, c'est peut-être pour ça qu'elle a des problèmes Albinos de... noire. Ouais, ça arrive. Mais normalement, c'est les sourcils quand t'es albinos. C'est pas que ça, c'est la peau, tout ça. Bon bref, elle est physiquement particulière. Elle aime plus les femmes, mais on l'a forcée à être avec un homme. Elle a été abusée sexuellement, tout ça, blablabla. Et j'ai 2 enfants qui m'aident vraiment à faire ma chronique. Merci les enfants. Attends. Elle est trop fort. C'est pas grave, je continue, je reste concentrée. C'est pas facile, surtout en vacances. J'ai du mal à expliquer les histoires. Bref, elle est un peu non conventionnelle. Et les personnes comme ça, et en plus il y a d'autres choses. Ce que je vous ai dit que c'était du réalisme magique, c'est qu'il y a quand même du fantastique dans cette histoire, mais je vous dirai pas quoi. Je vous invite à le lire. Alors moi, en fait, ce livre, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé ça dur. En fait, je m'attendais vraiment, c'est arrivé petit à petit, je me suis dit, ouais, je vais adorer ce livre. Vraiment, il y a tout ce que j'aime. Il y a de la dénonciation, il y a des personnages forts, il y a vraiment, oui, une critique de cette société américaine qui est faite de façon intelligente. Il y a du fantastique, mais pas trop, juste étrange. Donc il y a tout ce que j'aime. En revanche, j'ai mis super longtemps à le lire, alors ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut juste dire que j'ai trouvé quand même que ça... Je me demandais où ça allait, quoi. Donc c'est pas un coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé, mais j'attendais peut-être autre chose. J'attendais un peu autre chose de l'histoire, et en fait, finalement, j'ai bien aimé, mais c'est pas vraiment un coup de cœur, quoi. Mais quand même, c'est intéressant, je retournerai vers la plume de Rivers Solomon. Voilà, ça c'est clair que j'irai voir ce qu'elle a écrit d'autre. Ça m'a quand même bien plu. Après, c'est peut-être aussi un truc de traduction, je sais pas. Ça a été traduit par Francis Guévremont. Je vous invite à le lire si vous aimez les livres un peu dérangeants avec un petit peu de fantastique. Des monstres ? Ouais. Ah. Il y a des monstres. Il y a le monstre de la forêt. Mais je peux pas trop dire plus, mais il y a des monstres. Ah, est-ce que les monstres sont les humains ? Peut-être. Voilà. Bref. J'ai des enfants qui disent des gros mots, alors il va falloir que je coupe tout le temps. Mais c'est lui!
Ah, t'as dit. C'est pas moi qui ai dit que le livre était raciste. Hein. Non, mais c'est vrai, le livre il est raciste. Ah Mais pas du tout, il est pas du tout raciste, Si, au si, contraire. Sinon, j'ai fini ma lecture de cet essai de Luc Julia sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'existe pas. Je t'en ai parlé un petit peu. Ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Tu nous en as parlé. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il est le co-créateur de Siri, qui est l'assistant vocal d'Apple. Et il est à l'origine de pas mal de choses, justement, issues de l'intelligence artificielle. Il va présenter son essai de façon assez intéressante, bien que la première moitié du livre soit pour moi moins intéressante, mais c'est quand même chouette de connaître son propre parcours, parce qu'il va parler, en fait, de l'émergence des nouvelles technologies, et notamment de l'intelligence artificielle, par le biais de sa propre expérience professionnelle. Donc ça, c'est quand même intéressant, cette partie-là. Il parle Un rêve de gosse, ça s'appelle, le tout début, donc c'est vraiment chouette. Après, il va parler, le chapitre après, c'est le malentendu, je me souviens plus trop ce que c'est. Oui, il parle des dangers de l'IA et ce que tout le monde pense, en fait, que ça pourrait donner. Et finalement, il dénonce, en fait, ce qu'on a pu penser et ce que même certaines personnes très très intelligentes ont pu mettre en avant comme dérive de l'intelligence artificielle. Et après, tout ça pour terminer sur l'idée que... Intelligence artificielle. En fait, c'est pas une intelligence artificielle qui existe, il faudrait le renommer pour parler... Ça s'appellerait plutôt une intelligence augmentée, donc on garderait le style IA. Parce qu'en fait, lui, ce qui lui pose problème, c'est que de toute façon, tout ce qui est robot, tout ça... Oui, merci Lucien pour ton intermède de danse. Très utile. Donc il explique en fait que c'est pas une intelligence, l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence c'est quelque chose qui est propre aux humains et non pas aux machines ni aux ordinateurs. Donc on pourra jamais avoir ce qu'on appelle une intelligence artificielle, ça ne peut pas exister. Et qu'en fait, ces nouvelles technologies peuvent augmenter l'intelligence des hommes et le bien-être des hommes. Il explique que toutes ces nouvelles technologies doivent nous aider en fait à vivre mieux. Et d'ailleurs, il parle à un moment, il y a un chapitre à un moment, c'est dans le monde du futur. Alors ce chapitre m'a quand même posé problème, mais lui ça lui pose pas de problème. Il explique que dans son quotidien, il a environ 80 éléments connectés dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il se lève, il a une musique qui va le réveiller petit à petit à un moment. Mais t'es embêtant de me faire mal. Mais j'ai rien fait. Si, tu lui tiens les cheveux. Il est donc dans son parcours, il prend le parcours d'un homme, de son réveil jusqu'à ce qu'il se couche. Il a des enfants, tout ça. Il explique que dans un monde futur, tout notre quotidien pourrait être amélioré par l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée. Non, et ça serait, par exemple, tu vas être réveillé. Tu vas être réveillé au meilleur moment de ton cycle de sommeil. Quand ton cycle de sommeil est vraiment bien terminé, tu vas être réveillé par une musique douce. Oui, mais après, des ambiances, des odeurs. Comment tu fais pour aller donc, au travail à une heure précise ou Ah bah là, c'est clair que dans le parcours qu'il donne, non. Tu vas à ton travail quand tu es prêt psychologiquement à y aller, quand ton corps est prêt. Oui, mais après, t'as une chance sur deux de te faire infirmer par ton Alors après, par exemple, ton petit déjeuner se prépare tout seul. Puisqu'en fonction de ton... Que t'es flemmard pour faire ça. Mais non, arrête. Même moi je dis ça. Mais non, arrête de critiquer. Mais on est flemmard. Je t'explique un truc, tu m'écoutes pas. Oui. Donc je te... C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est quelque chose qui se Je passe. vous laisse. Et on entend des bruits de trucs qui se cassent. Bon, bref, il explique que tu vas te réveiller, oui, que ton petit déjeuner va être prêt en fonction de tes besoins nutritionnels. Ensuite, en fait, tout va être analysé en fait petit à petit. Tes besoins de sport, tes différents exercices sportifs vont être analysés en fonction de ta corpulence, tes besoins, de ce que tu as mangé, de ce que tu vas faire comme activité. Ça c'est bien, mais par contre, c'est bien. Oui, non, bien sûr que tout est bien. Ensuite, tu vas aller dans ta voiture qui conduira toute seule. Non, ça c'est... Et qui te permettra de ne plus avoir d'embouteillage, puisqu'elle fera des parcours, des chemins intelligents. Techniquement, juste une chose. Vu que la voiture conduit toute seule, oui, la chose où on doit se surpasser donc pour avoir le permis pour pouvoir conduire enfin une voiture. Tu conduiras pas, tu n'en auras pas besoin. Tu oui, pourras faire autre chose. Ce que je disais. Tu pourras faire autre chose. C'est un monde de flemmards. C'est un monde de flemmards. Donc, oui, il y aura pas. C'est vrai que c'est un monde de flemmards. Non, c'est pas un monde de flemmards. Si, tu ne fais rien tout seul. Tu ne fais rien tout seul. T'es assisté tout le temps. Et surtout, on pense pour toi. Ah c'est ça qui m'a posé problème dans son pratique. Mais bon.
Pourquoi pas? Mais après, c'était son chapitre là-dessus, je pense qu'il était fait aussi pour nous faire réfléchir sur le monde qu'on souhaite. Et ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant, voilà, c'est ça qui était chouette. Et il parle de l'avenir de l'intelligence artificielle, et qui dit en fait, l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est nous, humains, qui allons la faire, et que forcément, puisqu'il y a des humains qui ont aussi des mauvaises idées, il ne faudra pas s'étonner de voir des dérives à l'utilisation de cette intelligence augmentée, mais pas que, c'est-à-dire que comme toute nouvelle technologie, tout nouveau apprentissage des hommes, eh ben, il y a des effets positifs comme négatifs, mais qu'on a tout à y gagner dans notre confort de vie. Ah, c'est vrai. Et ouais, mais même pour l'apprentissage à l'école, il parle de l'école à un moment, il explique que tu seras guidé en fait par rapport à ton niveau. Par rapport à ton niveau, tu auras des exercices qui seront spécialement pour toi. Alors ça c'est bien fait. Ah, franchement, je pense que ça peut vraiment être bien. À voir. J'ai mis. Pas que ça arrive avant au moins une cinquantaine d'années. Bah oui, c'est ce qu'il dit. J'ai corné quelques pages avec des choses, des idées que j'ai trouvées intéressantes. Ça peut être un gros pavé, hein. Ça a l'air assez intéressant. Ouais. Il parle tu sais, des traces qu'on laisse sur Internet. Ouais. Il parle de l'économie de l'attention. C'est quoi ça? C'est des personnes qui mettent leur salaire sur Internet. Ouais, ils expliquent. Ah, ça, c'est trop fort. En fait, bien sûr qu'on en a conscience, mais c'est dit clairement. Là, moi, j'ai appris pas mal de choses avec ce bouquin. Il explique, par exemple, que si par exemple, on scrolle autant, tu sais que Lucien écoute, on scrolle, tu sais, sur TikTok, les shorts, tout ça, on scrolle. C'est fait exprès par ceux qui... J'aime pas, j'ai peur en fait quand tu te penches, Lucien. Lucien, s'il te plaît. Lucien, tu peux sortir de là? Oui, mais s'il te plaît, tu me fais peur. Va le voir dans la cuisine avec mamie. J'aurais moins peur. Donc, il explique que c'est fait exprès, ces scrolls, avec des publicités personnalisées, parce que ça s'appelle l'économie de l'attention. Il faut bien comprendre que les gens qui biaisent les sources qu'ils utilisent ont toujours une idée derrière la tête. Et cette idée, c'est de récupérer un maximum de data pour pouvoir vous cibler et en faire un enjeu de pouvoir. Donc c'est vrai, on le sait. Mais si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc en fait, c'est fait exprès, si tu veux, quand tu n'arrives pas à t'arrêter. Je suis vraiment fatiguée. C'est pas vraiment de ta faute, mais il faut faire attention. En fait, il faut savoir ce qui est derrière. Pour ça que TikTok, c'est un peu bien. Parce qu'au bout d'un moment, ils mettent un petit message. Ça ne serait pas tant d'arrêter. Et ce message, tu veux pas l'enlever au bout de 15 minutes. Ah oui? Bah tu vois, c'est problématique. Et j'ai terminé. C'est utile. C'est utile. Ah, t'as enfin fini. Je l'ai fini ce matin. La Reine Margot d'Alexandre Dumas, qu'on lisait en lecture commune sur tout le mois. Là, je l'ai fini un peu avant parce que j'ai envie de lire autre chose. Ouais, non, on est le 27. On est le 26. En fait, j'avais envie de lire un autre livre sans forcément avoir 50 000 lectures en même temps. Et donc, est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai adoré. C'était vraiment super de lire ce classique d'Alexandre Dumas. Donc, l'histoire, ça se passe... vous connaissez, je pense, l'histoire sous le règne de Charles IX. Qu'est-ce que tu en as passé par rapport aux Trois Mousquetaires? Vu que c'est un peu dans Alors, c'est avant. Ça se passe avant les Trois Mousquetaires. D'accord. On est à la cour du roi. Donc, Charles IX est roi. Sa mère, Catherine de Médicis, a une mainmise sur tous ses enfants. Donc, il y a Charles IX, le duc d'Alençon... et puis sa fille, ils viennent de marier sa fille qui s'appelle Margot, à Henri de Navarre, qui est huguenot, qui va devenir Henri IV, mais c'est pas l'histoire. Je vais pas dire que c'est pas l'histoire, si c'est quand même l'histoire de l'arrivée d'Henri de Navarre du coup à la cour, cour du roi, mais c'est pas encore l'histoire de son règne. Ouais. Et donc ça se passe vraiment, c'est comme une sorte de huis clos qui se passe au Louvre à Paris et dans les alentours avec les parties de chasse à Vincennes, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment une histoire de complot familial avec la terrible Catherine de Médicis qui souhaite mettre son fils, le duc d'Alençon, au pouvoir et qui va tenter maintes et maintes fois d'assassiner Henri de Navarre parce qu'elle a très peur. Elle a très peur en fait de le voir arriver au pouvoir parce qu'elle l'a vu, elle était en fait férue de tout ce qui est, tu sais, chasse. Non, tu sais, tout ce qui est l'empoisonneur, tu sais, avec l'empoisonnement, puis elle allait voir son empoisonneur attitré, tu sais, celui qui lui livrait les potions pour plein de trucs, pour... je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un apothicaire, celui qui fait une sorte d'apothicaire. Un alchimiste. En fait, voilà, un alchimiste, et en fait il lui faisait aussi, tu sais, il tuait des poules, et dans le sang, dans les entrailles de la poule, tout ça, il voyait en fait l'avenir. Donc tu vois, il y avait... Un peu comme dans, comment s'appelle le truc où il a une épée magique qui lui permet d'avoir tous les pouvoirs. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, elle voit là-dedans que tous ses fils vont mourir,
et que c'est Henri de Navarre qui va devenir le roi de France. Donc en fait, ça va la rendre complètement folle, déjà qu'elle est pas mal dans son genre, et elle va mettre en place plein de complots pour et tenter plusieurs fois de mettre fin. C'est pas le roi qui adorait les armes à feu et Ah bah lui, il adorait la chasse. Oui, et donc du coup, il va devenir ami avec Charles IX, qui en fait il va se convertir parce que Henri IV il représente en fait les Huguenots, les protestants, et donc ça s'ouvre avec la Saint-Barthélemy, donc cette nuit de la Saint-Barthélemy où tous les protestants de Paris sont tués de façon dans des bains de sang, et certains vont être convertis, dont Henri de Navarre, qui va devenir très proche de Charles IX au détriment au déplaisir plutôt de Catherine de Médicis qui voit quelque chose qui pourrait poser problème. Et donc c'est cette histoire-là qui est contée sous le point de vue aussi de Marguerite, mais pas tant que ça. Moi je suis assez étonnée que ce livre s'appelle La Reine Margot, parce qu'effectivement il y a une histoire d'amour avec de la Mole, et l'histoire avec Coconas. Ça, c'est... Moi, elle aime pas Henri de Navarre. Alors elle est amie avec son mari. Qui lui-même est amoureux d'une autre femme. Mais en fait, ils se respectent, il y a tout ça qui... C'est vraiment très rocambolesque. C'est un mariage politique, c'est pas un mariage politique. Et ils vont s'allier d'ailleurs tous les deux. Ils vont s'allier tous les deux contre Catherine de Médicis. Bref, voilà. Franchement, le jour où tu auras le courage de lire, lis-le, ça va te plaire. Hein. Qu'est-ce que tu as préféré entre ce livre et le film des Trois Mousquetaires, le dernier? Celui-ci est beaucoup plus sombre. Les Trois Mousquetaires, c'est... Jack, il est vraiment que des aventures avec les meilleurs qui gagnent et tout, non, tout mais ça. Le dernier film des Trois Mousquetaires qui est j'ai beaucoup aimé. Il est pas très sombre. Il est plus sombre que les autres. Non. Si. Alors, c'est sûr que le film La Reine Margot, tu le regarderas pas tout de suite. Hein, parce que la Saint-Barthélemy et les dernières scènes où sont... Je pense que dans le prochain qui sortira Milady, là, il y aura la Saint-Barthélemy. Hein. Bah non. Je crois pas. C'est encore après. Hein. Ouais. Non, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, ça m'a donné envie de relire Le Comte de Monte Cristo que j'avais adoré quand j'avais 18 ans, 19 ans. Et donc je me souviens vaguement, je lisais sur le bateau en été quand on partait avec papy et mamie en croisière. Je me souviens l'avoir lu sur le bateau. Et donc j'avais envie de le relire, ou sinon Les Trois Mousquetaires et 20 ans après. Et en fait justement au Gibert de... Oui. Gilbert de Montpellier, il y avait un Trois Mousquetaires, il était superbe. Ouais, il y avait une édition très belle. En fait, on a tourné une vidéo qui sera pas dans cette vidéo-là, que je vous proposerai sur la chaîne, qui sera peut-être sortie au moment où on vous parle, et où on fait le tour de quelques librairies de Montpellier avec les garçons, où on vous montre les livres qu'on a achetés dans chaque librairie, et vraiment on a eu une super expérience avec les... C'était très chouette comme super intéressant. Ouais, c'était chouette, on a passé un bon moment. Voilà, bah du coup là maintenant... J'ai commencé à lire ce recueil de poèmes, je me suis un peu endormie dessus, donc je vais continuer. J'ai commencé à relire le premier tome du Tigre des Neiges. J'ai amené la totalité, mais je ne lirai pas tout. Mais c'est vraiment super chouette, je vous en parlerai plus tard. L'adjectif, c'est superbe. C'est vraiment bien. Et alors, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Alors, Jojo, c'est toi qui vas choisir ma prochaine lecture. La dernière fois, je t'ai choisi un truc pas bon. Ah, bah, alors, t'as le choix. Je vais te dire entre quoi t'as le choix. Donne-moi ton opinion par rapport au livre. Ah non, d'accord, ok, si tu veux. Bon, déjà, j'ai des nouvelles là, mais ça, tu t'en fiches. Non, il faut un truc intéressant. En fait, moi, je juge à sa couverture. En fait, les deux vraiment qu'il faudrait que je lise. Oh là, c'est tombé, non? Les deux vraiment, il faut que tu choisisses entre celui-là ou celui-là. Donc, on a ici un livre d'Afrique centrale qu'il faudrait que je lise avant la fin du mois. Ça s'appelle « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis ». Ça se passe dans la fin du 19e siècle. Ça a l'air intéressant. Ça parle de traite négrière transsaharienne. Près du lac Tchad. Attends. Ça parle d'un jeune adolescent qui s'appelle Zeytoun, qui, arraché à sa famille, arrive à échapper à la servitude. Et il va rencontrer deux fugitifs comme lui. Et il va y avoir une histoire d'amour. Ça aussi, c'est écrit... Et ça, Mungo, de Douglas Stuart, qui a été recommandé par Flowfly. C'est aussi un truc Afrique centrale? Non, pas du tout. Là, on est à Glasgow dans les années 1990. Écosse. Ça se passe à Glasgow. Et ça se passe dans les années 90. D'une histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Dans un monde hyper violent, avec la guerre des gangs. Et Mungo doit cacher son amour interdit
en particulier à son frère aîné Écosse. Hamish. C'est Écosse. Chef de gang brutal, prêt à tout pour défendre l'honneur de sa famille. Franchement, ça a l'air trop bien aussi. Voilà, donc c'est soit celui-là, soit celui-là. Alors attends, je te dis juste. Attends, l'idée c'est de terminer avant dimanche. Celui-ci fait 471 pages, mais c'est écrit gros. Celui-ci fait 350 et c'est écrit. Il n'y a pas beaucoup de. Bon, bref. Voilà. Il a l'air donc, intéressant le truc sur les gangs à Glasgow. Alors je ferme les yeux, tu me montreras lequel tu choisis pour moi. Alors, c'est celui-là. Ouais, il a l'air super. Enfin, pour moi, j'arriverais pas à dire ça. Mais pourquoi? Et pourquoi tu trouves qu'il a l'air bien? Parce que c'est une histoire d'amour entre deux hommes? Non, pour toi, il est adapté à ton type de lecture. Ouais, ça pourrait me plaire. Roman social somptueux et déchirant. Ouais. Le portrait d'un jeune homme solaire épris d'amour et de liberté, dans un monde empoisonné par la haine et l'intolérance. Au lactose. Intolérance au lactose. Bref, je vais partir sur Mungo, qui s'appelle en anglais Young Mungo, et qui va me permettre de valider le Y dans les livres, tu sais, qui commencent par la lettre... Ah, tu fais un alphabet de la lecture? Ouais, un alphabet de la lecture. Ça a l'air trop voilà, et celui-là, je l'aurais pas lu, du coup, j'aurais pas lu mon 3e roman de... Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je le lirai plus tard. Hein? Faut pas gâcher un roman. Ah bah non, faut pas gâcher un roman. Ouais. Voilà. Et toi, tu lis quoi? Donc moi je lis quelque chose que je dois lire en français qui est assez court, ça s'appelle Qu'allait-il donc faire dans cette galère? Je pense que vous avez remarqué au titre, mais donc c'est un livre sur une biographie de Molière qui est vraiment pas longue et pour l'instant qui a l'air assez intéressante et assez par rapport au film qu'on a... On a vu le film de... Alors c'est pas de Clapiche, je sais plus de qui c'est, avec Romain Duris qui s'appelle Molière. Qui a l'air assez véridique. Ça a l'air intéressant. Ouais. Voilà, je lirai peut-être. La couverture est trop belle. Ok, tu la montreras à l'occasion. D'accord. Bon, allez, on vous laisse là, on retourne aux vacances. Salut. À plus.
Dernière soirée avant le départ, le retour à la maison. Il fait beau, il fait chaud, j'espère qu'il fera le même temps à la maison. Pas sûr. Voilà, j'ai pas vraiment envie de rentrer, j'avoue. Au moins, à partir de lundi, il y a le 7 jours 7 livres qui commence, donc ça me donne une petite motivation. Côté lecture, je pense que je vais arrêter ce vlog ici, ce carnet de lecture ici. J'ai fait des belles lectures pour ce mois, donc je suis contente. J'ai pas lu tous mes livres pour l'Afrique centrale, mais c'est pas très grave. Je suis en train de lire Mungo, que j'aime beaucoup, que je vais continuer ce soir et demain. Et pour le 7 jours 7 livres, il va continuer quand j'aurai fini de lire mes petits livres à côté. Et ce sera très bien. Et voilà, donc je suis très contente de lire ce livre. Je suis vraiment dans l'ambiance, j'aime beaucoup l'écriture. Mais je ne vous ferai pas la chronique ici, ça sera dans le prochain carnet lecture, peut-être dans le 7 jours 7 livres, sait-on jamais. Donc je vous laisse là, je vous mets quelques images de notre retour si j'ai le temps de demander à mon fils de filmer demain. Et voilà, merci de m'avoir accompagnée pendant ces vacances qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà, je retourne pleine de courage pour la rentrée. Voilà, allez, bye bye. Salut. Bon.